Pour débuter cette émission, nous accueillons Lali sur l'antenne d'Europe 1. Bonsoir Lali. Bonsoir Olivier, bonsoir à tous les auditeurs nocturnes. Bonsoir, merci pour Lali. l'invitation. Je vous en prie. Lali est-il le diminutif d'un prénom ou c'est votre prénom d'origine? C'est mon nouveau prénom. C'est votre nouveau prénom. C'est comme ça. D'accord. J'ai été baptisée Aurélie à la naissance. D'accord. Et j'ai choisi de changer de prénom après un événement traumatisant, un viol en réunion. Et c'était une façon de pouvoir me reconstruire que de demander vraiment de changer de prénom. D'accord. Donc, alors, depuis un certain paquet d'années, je m'appelle Lali. Lali, d'accord. Et si je vous pose cette question, c'est juste parce qu'on prénomme ma femme Lali, qui s'appelle Valérie à la base. Donc c'était par pure curiosité, vraiment. Alors, Lali, vous avez 47 ans, c'est ça? Oui. Vous nous appelez de Paris? Oui, des Lilas. Lali des Lilas, comme ça, quand j'aurai Alzheimer, ce sera plus facile pour retrouver mon chemin. Oui, très bien. Oui. Et vous êtes auteur de L'autisme et mon super pouvoir aux éditions Jouvence. Racontez-moi ça. Quelle est la promesse dans ce titre, L'autisme et mon super pouvoir? Une promesse, je sais pas, en tout cas un parcours de vie, le parcours d'une extraterrestre qui tente de devenir une simple terrestre extra, qui serait acceptée par les autres terriens pour ce qu'elle est, et même par ce qu'elle est en fait. Oui. Le parcours d'une femme autiste avant et depuis le diagnostic, qui est arrivé tardivement, il y a 4 ans. Donc c'était l'occasion de témoigner. Ça m'a été demandé par des personnes, des entreprises auprès desquelles je donnais des conférences, qui me disaient c'est quand même dommage que tu racontes pas ta vie. Voilà. Alors je trouvais que raconter ma vie n'avait pas forcément un intérêt pour le grand public, mais finalement cet exercice d'écriture m'a pas mal aidé, sûrement à continuer à me comprendre moi-même. Après des années d'incompréhension jusqu'au diagnostic, ça a été un exercice qui continue à être important pour moi. D'accord. Alors Lali, vous dites que vous avez passé une vie à vous sentir à la marge, sans savoir pourquoi. Au plus loin que vous vous souveniez, ce sentiment de se sentir à la marge, vous l'éprouvez à quel âge exactement? À partir de quel âge? Depuis les plus lointains souvenirs, sachant que j'ai une très mauvaise mémoire du passé, même immédiat, puisque quand j'ai eu pas mal d'événements douloureux, je pense que j'ai une résilience forcenée à chaque instant de ma vie qui fait que même les événements assez positifs, j'ai tendance à les balayer rapidement. D'accord. À force de pratiquer la résilience active pour me préserver, je pense que mon cerveau a décidé de plus trier ce qui doit être retenu de ce qui peut être oublié sans dommage. Donc, mes souvenirs d'enfance, c'est ceux que je découvre en photo dans les albums de mes parents, des images où on découvre un bébé, une petite fille, puis une ado toujours souriante et prompte aux grimaces. Enfin, en même temps, quand les gens me disent « mais tu as toujours souri, c'est pas possible, tu n'es pas autiste », je ne mets pas, moi, dans les albums familiaux, des photos de mes enfants en train de faire des colères ou de me jeter de la purée à la figure. Donc, c'est normal de vouloir garder des souvenirs heureux et souriants dans ces albums photos. Mais au-delà de ça, je pense que j'ai toujours masqué. Je suis la troisième de 4 enfants. Dès l'école et le collège, j'ai vécu de nombreuses situations de harcèlement et d'agression physique. Oui, je ressentais que c'était pas normal. Je voyais que mes frères et sœurs ne vivaient pas ces situations-là. Mais comme j'ai 3 ans et demi d'écart, je suis entre mes 2 frères, on n'a jamais été dans les mêmes cours de récréation, en fait, ce qui fait que j'avais pas de protecteur. Et que donc j'avançais, en fait j'étais timide, effacée, mal à l'aise, avec un sentiment de jamais être à ma place, de toujours gêner, de jamais savoir quoi dire. Je me forçais à initier des conversations, à rire avec les autres sur des sujets qui m'intéressaient même pas, mais on me tournait le dos. C'est un sentiment qui m'a suivi jusqu'à mon diagnostic. Cette impression de déranger les autres, de ne pas être appréciée. Parfois aussi le ssentiment de ne pas comprendre exactement ce que les autres racontaient. Je ne sais pas, par exemple des histoires drôles du 2e degré. Est-ce que vous vous êtes senti plusieurs fois à part dans ce type de situation? Ah mais complètement, et ça continue aujourd'hui en fait. Alors je pense que le 2e degré, je ne le détecte pas intuitivement, c'est un gros effort et intuitivement je pense que je savais qu'il y avait quand même un sujet de communication avec les autres et donc je me suis jetée à corps perdu dans les dictionnaires pour apprendre des pages entières de définition de chaque entrée du dictionnaire et de chaque sous-entrée de chaque entrée du dictionnaire. Ce
qui fait que j'apprends par cœur des expressions qui sont toutes faites. Tout à l'heure, vous avez utilisé avec Maëlle l'expression entre la Poire et le fromage. Fromage, voilà. Voilà, c'est des choses que je visualise. Du coup, j'ai une poire, le fromage. Mais je ne suis pas sûr que ça soit la bonne expression en plus. Donc, je suis désolé si je vous ai induit en erreur, mais je ne sais pas si ça existe entre la poire et le fromage. Enfin, visiblement, ni Florian ni Laurent n'ont l'air de... Comme vous, ils ont découvert et je pense que Ah si, ça existe, me dit Florian. Ça existe, visiblement. Mais voilà, il y a plein d'expressions tout le temps. Hier, j'ai un collègue qui a utilisé l'expression briser le plafond de verre. Je l'ai regardé en me disant... Regarder en l'air, je me dis c'est quoi un plafond de verre? Donc intuitivement, je comprends pas forcément le second degré, c'est évident, et c'est ce qui peut me mettre en difficulté de communication avec les autres, parce que je demande très souvent à ce que les gens précisent leurs propos, non pas pour leur faire remarquer éventuellement qu'ils s'expriment pas comme il faudrait ou dans un bon français. C'est pas du tout mon intention. Mon intention, c'est de les comprendre pour pouvoir leur apporter une réponse qui me permet d'être comprise en fait. Et ça, souvent, on va vous dire des personnes autistes qu'on n'est pas aimable, qu'on a tendance un petit peu à trop reprendre les gens. C'est jamais par malice que ça se déroule comme ça. C'est au contraire dans un effort désespéré de comprendre et de communiquer avec les autres. D'accord. Vous avez évoqué tout à l'heure un épisode, vous m'avez parlé d'un viol en réunion. Est-ce qu'il a une relation aussi directe avec votre handicap? Est-ce que vous êtes retrouvé dans une situation que vous ne compreniez pas ou à cause de cela? Mais peut-être n'aviez-vous pas décidé d'en parler, je ne sais pas, vous l'avez évoqué, donc je me permets de vous poser la question, mais vous n'êtes pas obligé on n'est pas obligé d'aller sur ce terrain-là si vous ne le souhaitez pas. Hein. Non, c'est vrai que je suis souvent interrogée sur le sujet dans les médias écrits, dans la presse écrite, et je n'en ai jamais parlé à une antenne de radio, mais bon, c'est l'occasion d'avancer aussi. J'en fais pas un secret parce qu'en fait 88% des femmes autistes ont vécu au moins une fois dans leur vie un épisode de violence sexuelle. Oui. Malheureusement, je rentre dans ces statistiques-là. Je pense qu'effectivement ça peut être lié, outre, même si rien ne justifie, n'explique, n'excuse un tel acte. J'ai une grosse difficulté dans la vie, c'est que je ne sais pas interpréter les intentions des autres. Ça s'appelle la théorie de l'esprit. J'ai un déficit de théorie de l'esprit. Je ne sais pas donner des intentions aux autres, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Oui. Pour moi, je crois, par principe, les gens, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Oui. Donc je ne vais pas prêter des mauvaises intentions. Et clairement, ça m'a mise en difficulté un certain nombre de fois, même après en étant adulte. Au travail, parce que je vois pas quand quelqu'un me drague, quoi. Par exemple, si un collègue me demande si je veux prendre un verre, je réponds non, j'ai pas soif, ou alors bah oui, tiens, justement j'ai soif, mais je vois pas d'intention derrière. Et donc ce soir-là, c'était le 25 novembre, depuis c'est devenu la journée internationale des violences faites aux femmes, hasard, du calendrier. Ma mère était à l'hôpital, mon père était avec elle, mes frères et sœurs aînés. 25 novembre de quelle année, Amalie? 92, donc 92. J'avais 15 ans. D'accord. Ouais. 15 ans. Et en fait, il neigeait, donc la doudoune, jean, machin, bref. Donc aucun signe, j'étais pas à poil et quand bien même, voilà, rien qui laissait penser que je pouvais draguer qui que ce soit. Oui. En fait, quand je suis tout le temps en train de compter parce que l'extérieur, le monde qui est extérieur à ma maison me fait extrêmement peur et donc pour pouvoir affronter ce monde, j'ai besoin d'avoir des repères. Et pour ça, je compte beaucoup. En fait, je suis tout le temps en train de compter mes pas. J'ai besoin de savoir, je sais exactement combien de pas me mènent jusqu'à la boulangerie, jusqu'aux marches du métro, combien de marches il y a dans le métro, j'ai toujours les mêmes trajets typiques, etc. Oui. Et ce soir-là, j'allais à la boulangerie tête baissée en comptant mon nombre de pas. Et il y avait 5 individus sur le trottoir, sur le chemin vers ma boulangerie, qui fait que j'ai été obligée de les contourner. Évidemment, quand vous contournez, ça vous rajoute un nombre de pas par rapport au compte initial. Oui. Ce qui fait que ça m'a perturbée. Je suis allée acheter ma baguette, je suis ressortie de là. Je n'ai pas fait attention à... Je ne sais même plus, en fait, j'ai pas de souvenir de ça. De s'il y a eu des sifflements, des interpellations, j'en sais rien. Et en fait, je suis pas rentrée tout de suite chez moi. J'ai été happée. Ça s'est fait devant... la boulangerie était juste à côté d'un parking et ça s'est fait dans le parking.
et j'ai même pas tellement de souvenirs de ça. En fait, très vite au cours de l'agression, je me suis extraite de ce qui était en train de se dérouler. Oui. C'est étrange à expliquer. Enfin, mon corps était là, il subissait des exactions, mais mon esprit était ailleurs. D'accord. Est-ce que les auteurs ont été appréhendés après? Alors, j'entrerai pas trop dans ce genre de détails-là. C'était assez complexe. Comme toujours, j'ai voulu préserver mon foyer, ma famille. Ne serait-ce quand j'étais harcelée, agressée, raquettée à l'école et au collège, pareil, je leur en ai pas parlé. Ils ont découvert les choses sur le tard et souvent à la faveur d'interviews que j'ai pu donner par la suite. Donc je vais pas forcément trop rentrer dans ce genre de détails-là, mais non, en fait, malheureusement, je n'étais pas en capacité de les reconnaître. D'accord. C'est une idée fausse que de penser que les autistes sont des êtres repliés sur eux-mêmes. J'ai trop longtemps cherché à ressembler aux membres d'une société trop formatée pour considérer la diversité comme un trésor. C'est vrai que lorsqu'on est différent, plus jeune, je le vois avec pas mal de jeunes autistes Asperger, il y a toujours une attirance pour même les gens populaires, vouloir absolument ressembler. Bon, c'est un réflexe normal en même temps, hein, mais vouloir toujours ressembler à cette société formatée, sans considérer qu'on a des qualités soi-même. Oui, complètement. Alors, moi, c'était pas par volonté de ressembler à des gens, c'était vraiment par volonté d'intégration et sûrement très maladroitement, puisqu'en fait, je n'ai jamais su attirer la sympathie très longtemps, sauf à partir du lycée. Je suis arrivée à Paris en seconde, ce qui fait que là, j'intégrais pour la première fois un établissement en même temps que les autres élèves. Mon père est militaire, donc on déménageait tous les 3 ans. Donc il y avait en plus de cette difficulté à pas savoir instinctivement faire comme les autres, entre guillemets, le fait que souvent j'arrivais en cours de cycle et que j'étais la petite nouvelle qu'on observait pendant 3-4 mois, et puis au bout de 3-4 mois on se rendait compte que j'étais bizarre. Bon, ce que je dis souvent en conférence, c'est que je suis la bizarre du groupe, mais en fait à mes yeux, vous êtes tous bizarres, donc vraiment on est tous les bizarres les uns des autres. Et je pense qu'effectivement, je crois que personne n'est le clone de personne d'autre. Dire tu n'as pas l'air autiste, si on me dit t'as pas l'air autiste, je me dis mais toi j'ai pas plus ou moins l'air autiste que toi tu as ou pas l'air neurotypique, donc une personne qui n'est pas autiste. Pourquoi, au nom de quoi toutes les personnes autistes devraient se ressembler physiquement? Oui. Parce que quand même, quand vous parlez avec une personne autiste, vous distinguez, surtout vous qui avez quand même l'habitude effectivement de parler à des autistes, alors qu'on n'appelle plus Asperger, mais type Asperger dans les précédentes manuel diagnostic, c'est quelque chose qui est assez commun. J'ai perdu le fil, du coup je ne sais plus ce que je disais. Non, en fait c'était par rapport justement à vouloir ressembler à la société. Oui. J'ai souvent, je constate encore, souvent parce que je suis assez concerné, dirons-nous, oui. Par cette problématique, et j'éprouve beaucoup de peine pour tous ces jeunes autistes Asperger qui sont seuls, qui n'ont pas d'amis, vous voyez, et qui n'arrivent pas à s'en faire, et qui sont bien évidemment rejetés par la grande majorité des jeunes qui ne sont pas intéressés par oui. cette différence en fait. Vous avez vécu ça, vous aussi? Alors moi, en soi, la solitude ne me pèse pas tant que ça. Je préfère être seule que mal accompagnée. Oui, oui, enfin c'est bien d'avoir toujours un ou deux. À deux, on fait plus de choses, vous voyez. C'est oui, juste, oui. C'est juste alors ça moi, que par chance, mes frères et sœurs étaient mes amis et je suis la 9e de 42 cousins germains, donc je n'ai pas été seule. Et dans mon foyer, ça allait en fait. Et oui, et ça change beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Oui, je travaille aujourd'hui. J'ai 2 métiers. Je suis responsable communication dans un groupement qui s'occupe de personnes autistes. Oui. Donc je croise beaucoup de jeunes autistes. Effectivement, puis je travaillais beaucoup dans l'associatif, où j'en ai beaucoup croisé. En soi, ça dérange pas la personne d'être seule si elle est bien dans sa solitude, mais c'est vrai que c'est faux de croire que une personne autiste préfère être seule. Une personne autiste, quel que soit son niveau de sévérité, aime avoir des amis, aime bien être évidemment. au milieu des autres gens, bien même évidemment. si elle ne l'exprime pas. Moi, je ne sais pas exprimer mes sentiments, simplement. Je ne sais pas le faire. Je ne sais pas dire aux gens que je les aime. Je ne sais pas
moi, les codes où il faut se serrer dans les bras, on est une société très latine et quand les gens viennent vous toucher le bras là de façon incessante, moi c'est insupportable. Je souffre d'une hypersensorialité à tout et ça c'est quelque chose qui gêne les gens parce que les gens s'attendent à ce que vous démontriez physiquement ce que vous ressentez à l'intérieur. Oui. Et en fait, ça m'est même, il y a peut-être 1 ou 2 ans, mon mari m'a même dit mais est-ce que tu m'aimes? Parce que tu me le dis jamais. Oui. Évidemment. Sinon, je serais pas là, quoi. Évidemment. Oui. Et il dit j'ai besoin que tu me le dises aussi. Et c'est vrai qu'en fait, rien n'est un automatisme dans ces codes sociaux et ces codes amoureux. Même à mes enfants. Enfin, je pense que mes enfants me disent plus qu'ils m'aiment que l'inverse, alors que je les aime de tout mon cœur. Mais je suis obligée, j'ai pas d'automatisme. Je suis obligée de penser à tout ça. Je suis obligée de penser quand je donne une conférence, par exemple, je déroule mon sujet, je suis hyper pro, je réponds aux questions, etc. Et de temps en temps, je me dis, oups, il faut sourire aussi. Et donc, je me force à le faire, alors que dans moi, je souris, mais à l'extérieur, ça se voit pas forcément. Et voilà, on dit souvent que les autistes font la tête ou machin, ou au contraire, vous manifestez de façon trop excessive de la joie, du contentement, des sentiments positifs. Et pour revenir à votre question initiale, les personnes autistes que je connais qui sont seules, au final, ne souffrent pas tant de la solitude que des jugements qu'elles subissent et de la mise à l'écart qu'on subit d'une société qui est effectivement très normée. Oui. Très normée. Très normée. Qui a des vœux pieux d'inclusion. Alors en fait, on ne fait que de l'intégration, on ne fait pas de l'inclusion en vrai. Et en fait, ça vient depuis tout petit. Vous mettez dans une cour, nous on voit l'organisme pour lequel je travaille, vous mettez des enfants neurotypiques avec des enfants autistes ou n'importe quel trouble du neurodéveloppement, ça se passe super bien en fait. Il n'y a pas de jugement, ils jouent ensemble. L'enfant qui n'a pas de handicap est capable de comprendre qu'on lui dise voilà ton petit copain n'a pas envie juste maintenant, ou voilà quelles sont les règles du jeu qu'il faut faire pour jouer avec ton petit camarade, et l'enfant le comprend en fait. Mais c'est comme tout pour tout. Il en va de même pour le racisme. Oui. L'enfant le comprend, c'est un peu plus compliqué chez les adolescents, me semble-t-il. Mais il faut voir les réactions aussi des parents. Et puis en fait, l'école n'est pas encore assez inclusive. Donc le jour où les classes seront vraiment mélangées avec des enfants autistes et des enfants non autistes, la difficulté sera déjà un petit peu allégée. Bien que, attention, j'ai bien conscience du travail que c'est, notamment de gérer des autismes sévères en classe. Hein. Oui. Bien évidemment. C'est un des métiers les plus compliqués, les plus durs. Hein, mais lorsqu'on parle d'autistes dits Asperger, même ce travail-là n'est pas fait au niveau de l'inclusion. Aucune formation n'est apportée à nos enseignants. Il y a un travail monumental à faire en France. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Oui, complètement. Et ça fait partie de la dernière stratégie pour les troubles du neurodéveloppement qui est déployée depuis le mois de novembre, avec un axe fort sur la formation des professionnels qui encadrent l'autisme. Les professionnels, ça va être les professeurs, ça va être les professions médicales, paramédicales notamment, mais parce qu'ils ne sont pas du tout armés, on ne leur a pas appris. Jusqu'à il y a peu de temps, en fait, les troubles du neurodéveloppement, c'était peut-être un module sur les 6, 7, 10 années d'études des médecins. Et aujourd'hui, il faut que c'est devenu une obligation de formation. Et c'est pour ça que vous avez plein de psychiatres aussi, donc des médecins, qui n'ont pas été formés à ce type de handicap, et que je reçois des messages sur Instagram de followers qui me disent je me suis tellement reconnue dans tes propos que je suis allée consulter un psychiatre, et qu'il m'a dit non, c'est pas possible madame, vous êt une femme, donc vous pouvez pas être autiste. Des psychiatres ont répondu ça? Oui, un psychiatre. Alors en Normandie, je ne pointe pas la Normandie du doigt, ma grand-mère était normande, mais oui, on entend encore ça. Et c'est-à-dire que le diagnostic est compliqué, surtout chez la femme. Aujourd'hui, on parle de 700 000 personnes autistes en France, mais c'est très évalué. Oui. Et je fais partie de cette génération de personnes qui, 47 ans, je sais que vous avez régulièrement des personnes qui viennent témoigner sur votre antenne qui ont à peu près dans cette tranche d'âge-là.
voilà, on voit qu'on n'a pas été diagnostiqué quand on était petit. En fait, le diagnostic d'autisme Asperger, tel que vous nommez, il est arrivé tard, en fait. Pourquoi d'ailleurs ne parle-t-on plus d'autisme Asperger, en fait? Alors, pour plusieurs raisons, la notion de syndrome d'Asperger, elle est utilisée jusqu'en 2013 pour désigner une forme d'autisme définie cliniquement en 81 par Lorna Wing, à partir de la psychopathie autistique décrite par Hans Asperger en 1944. Donc, ça, c'est un peu technique. En fait, il était distingué d'autres formes d'autisme. Il a intégré des classifications pendant très longtemps, jusqu'en 2013, donc à peu près. On parlait, même dans les manuels diagnostiques, de troubles envahissants du développement. Les TED étaient répartis en plusieurs catégories: l'autisme, le syndrome d'Asperger, les TED non spécifiés et le trouble désintégratif de l'enfance. Et ils se sont dit que ce serait quand même d'avoir une approche plus évolutive des troubles du spectre de l'autisme et d'en créer un spectre, parce qu'en fait, si vous dites il est autiste Asperger, il est autiste de Kanner, il est oui, autiste on va pas s'en sortir. Oui, et puis même, en fait, c'est comme si vous classifiez les gens. C'est-à-dire que moi, si on me dit je suis autiste Asperger, ça veut dire que je réponds à tel critère de diagnostic, point. Or, les critères de diagnostic, les critères n'évoluent pas, mais en tout cas, la manifestation de l'autisme peut évoluer et être fluctuante tout au long de sa vie. Il y a des moments où vous êtes moins bien, il y a des moments où vous êtes plus fatigué, il y a des moments qui sont compliqués dans votre vie parce que vous avez des événements douloureux, ou peut-être même des joies. Hein. Quand vous devenez maman, pour toutes les femmes, c'est un grand bouleversement. Mais je pense que la question de la maternité chez la femme autiste, c'est encore un autre type de bouleversement, parce que est-ce que je vais être capable d'aimer, de montrer que j'aime? Est-ce que je vais être capable de protéger mes enfants de tout ce que j'ai vécu quand j'étais petite? Moi, à l'école, j'ai pas su me défendre. Est-ce que je saurais défendre mes enfants? Donc c'est plein de questions. Oui. Et donc en fait, il y a des moments, et c'est pour ça que quand vous déposez un dossier à la MDPH, vos droits ne sont pas ouverts à vie, à moins d'avoir un taux de handicap supérieur à 80%. Il y a certaines personnes autistes qui ont ce taux de handicap depuis 80%, parce qu'elles sont probablement jamais autonomes, peut-être non verbales, peut-être avec une déficience intellectuelle. Et pour toutes les autres, c'est fluctuant. Et donc, il y a des moments, là par exemple, j'ai fait une demande lors de mon premier dépôt de dossier MDPH. J'ai fait une demande de reconnaissance en qualité de travailleur handicapé, parce que clairement, à ce moment-là, je ne pouvais pas être en emploi sans avoir un accompagnement de mon employeur et des aides qui peuvent exister par la GFIP, etc. Mais peut-être que dans 5 ans, au moment de refaire, alors non, pas dans 5 ans, parce que entre-temps, j'ai refait mon dossier, là, ils m'ont accordé le droit à la FQTH à vie il y a peu de temps, parce que je suis dans une forme d'autisme, vous voyez, sans déficience intellectuelle, plutôt avec même des bonnes capacités intellectuelles. Et malgré tout, le législateur, enfin la MDPH, estime que je ne serai jamais en capacité d'être parfaitement autonome en emploi, ou bien en emploi, ou de conserver un emploi, si je n'ai pas des aménagements qui sont faits. Et donc, en fait, y a des personnes qui, toute leur vie, vont refaire leur dossier MDPH jusqu'à 10 fois dans leur vie, parce que les droits sont accordés pendant une certaine durée, qu'au bout de cette durée-là, c'est un enfer. C'est un enfer, ces dossiers MDPH, c'est un enfer. C'est complexe, et il y a beaucoup de gens qui finalement se disent qu'ils préfèrent pas le faire plutôt que perdre leur santé mentale en le faisant. Mais moi, je suis convaincue qu'il faut le faire jusqu'au bout. Oui, il faut le faire jusqu'au bout, mais ça serait bien que la MDPH simplifie un peu les choses, si vous voulez mon avis, parce que c'est vraiment très compliqué, et pour beaucoup de personnes, c'est un chemin vraiment de croix. Donc, je trouve que c'est encore très, très et trop compliqué lorsqu'on sait en plus que on évoque des personnes qui sont en situation de faiblesse, quoi, qui parfois sont tout seuls et ne peuvent pas le remplir tout seuls. Donc, mais revenons à vous, si vous le voulez bien. Au moment d'aborder d'abord vos études, vous êtes allé au bout jusqu'au bac, ou qu'avez-vous fait? Oui, j'étais plutôt brillante, donc je suis allée jusqu'au bac, et après j'ai fait des études à la fac. J'étais prise en hypocagne après le lycée, mais je me sentais pas, j'ai jamais eu l'esprit de concours ni de concurrence. Donc je suis allée en fac de lettres, bon, pas par dépit, mais voilà, parce que c'était comme ça.
En fait, fin de seconde, je pouvais faire toutes les sections et puis, je sais pas, je me suis retrouvée en lettres. Mais en prenant toutes les options scientifiques au bac, parce que quand même, je suis très attachée à ça. Donc, études littéraires avec un double cursus, lettres modernes et ancien français, parce que j'ai tendance à rapidement m'ennuyer. Et à l'issue de ça, alors on l'a bien planqué à la fac, à la Sorbonne, on n'avait pas besoin de pointer, donc j'allais en cours, mais j'avais pas besoin de me faire des amis, ça allait. Puis bon, j'avais un petit groupe de copains par ailleurs. Et ça me suffisait bien comme ça. Et puis après, j'ai tenté des concours d'entrée en école d'orthophoniste que j'ai eu, mais en province. Et comme c'est l'été où j'ai rencontré mon mari, je me suis dit non, je vais plutôt rester à Paris. J'ai cherché un job à Paris. Et c'est comme ça que mon parcours professionnel a commencé. Ça n'a pas été une ligne droite. J'ai commencé, c'était les années 2000, donc les premières startups, bulle Internet, tout le monde se rachète, tout le monde ferme, tout le monde. Enfin, donc j'ai commencé comme ça, avec quelques boîtes qui ont été rachetées, les unes, les autres, donc des licenciements les uns après les autres. Et puis je suis arrivée après rapidement dans l'édition. Le mot me passionne, donc j'étais à mon compte, bien planquée dans mon salon, c'était parfait. Un minimum d'interaction sociale professionnelle, mais juste celle que je choisissais, donc c'était très bien. Entre-temps, j'étais mariée, un premier enfant. Et puis finalement, c'était un moment de ma vie où ça allait tellement bien, hyper optimiste, plus de vicissitudes. Je me suis dit, bon allez, 2007, t'as 30 ans, et il est temps de trouver un job salarié pour avoir des congés payés et un salaire fixe. Voilà. On a les rêves qu'on a. Oui. Et j'ai intégré une boîte dans le privé. Et au bout de quelques semaines, j'ai réalisé, je sais pas, il y a quelque chose qui était étrange. Je sentais qu'il y avait un truc qui n'allait pas avec les collègues. Boîte quasiment que masculine. Il y avait quelque chose. Il y avait un truc. Et rapidement, je me suis rendu compte que l'entreprise, c'est une cour de récréation pour adultes, et dans lesquelles on retrouve les mêmes biais et déviances que dans certaines cours de récréation pour enfants, oui. Avec les chipotis, les jalousies, les machins, les exclusions, etc. Et j'ai commencé à descendre un petit peu de mon petit nuage de nouvelles salariées. Et puis, ça c'est fini. Il se trouve que mon employeur m'a fait des avances que je n'ai pas détectées comme étant telles. Et il a fallu qu'il me dise qu'il avait envie de coucher avec moi pour que je réalise que c'était le cas. Donc, je lui ai sorti l'article 212 du Code civil que tout le monde connaît et que, voilà, quand vous vous mariez à la mairie, vous devez fidélité, patati patata à votre conjoint, et que donc, en fait, ce n'était juste pas possible, puisque lui était marié à la mairie, moi mariée à la mairie, on n'était pas mariés ensemble. Ah oui. Donc l'article 212 s'appliquait pour chacun de nous. Oui. C'est ce que je lui ai répondu. Je pense qu'il m'a pris il a pensé que je me moquais de lui, mais c'était juste un texte de loi, en fait. Nul n'est censé ignorer la loi. Donc voilà, c'était un peu compliqué la fin de cette expérience-là. Première expérience en entreprise d'une violence assez inouïe. Et puis après, je me suis orientée dans la communication. Je me suis beaucoup formée toute ma vie. J'ai une soif d'apprendre. Mes enfants me reprochent de trop travailler tout le temps. Je ne sais pas faire autrement. Et au fur et à mesure, j'ai cumulé beaucoup d'anxiété. Parce que donc en 2007, dans cette première boîte, j'ai rencontré une jeune fille que j'avais prise en stage. Et qui, elle, était en processus de diagnostic d'autisme Asperger. On appelait encore ça comme ça à l'époque. Je ne savais pas ce que c'était. Je n'en avais jamais entendu parler. J'avais plein de préjugés sur l'autisme. Et quand elle m'en a parlé en toute simplicité, en fait, cette personne-là, j'ai passé parmi les 5 plus beaux jours de ma vie, les plus épanouis de ma vie, oui. Parce que tout était simple, en fait. Tout nous reliait. Enfin, quelqu'un me comprenait intuitivement. Enfin, je comprenais quelqu'un intuitivement. On n'était pas obligé de parler pour passer du bon temps ensemble. C'est un truc fou. Chez les neurotypiques, si vous êtes au resto, vous parlez. S'il y en a un des deux qui parle pas, l'autre il demande s'il y a un problème. Non, moi en fait je parle pas. C'est juste que je parle pas, quoi. Voilà. Et donc je me suis tellement reconnue dans ses traits à elle que j'ai regardé un petit peu sur Internet ce que c'était que cette histoire d'autisme Asperger. J'ai fait des tests qui n'avaient pas de visée scientifique sur Internet qu'il ne faut pas faire, mais j'ai fait quand même. 99% de chance, de risque, de chance d'être autiste. J'ai fait faire les mêmes à mon mari pour voir, vérifier, donc à peu près 2%. Bon, il y a peut-être un truc entre les deux.
Et j'ai voulu me faire diagnostiquer à ce moment-là, sauf que c'était 2 ans d'attente dans les hôpitaux parisiens, dans les centres de diagnostic. Et je me suis dit, bon, à 30 ans, ok, ça y est, j'ai compris, en fait. J'ai compris pourquoi tu n'arrives pas à être une terrestre comme les autres. Donc maintenant que tu as compris pourquoi, tu vas lire toute la littérature scientifique, les témoignages, tout ce que j'ai pu trouver, et ça va me suffire. Je vais intégrer, je vais apprendre, et je vais faire comme il faut. Sauf qu'en fait, une personne autiste, même sans déficience intellectuelle, ne sait pas imiter parfaitement bien. En tout cas, pas jusqu'au bout. Et j'ai beau connaître la théorie, la pratique, c'est ça qui défaille chez moi. Quand je parle avec ma psy, pendant tout le mois, je note des petites situations dans un petit carnet dans lesquelles je me dis, tiens, c'est bizarre, moi j'ai réagi comme ça, en face ça a semblé étonnant, ou inversement, j'ai pas compris ce qu'il a dit, etc. Et donc on décortique tout ça. Et elle me dit, ah oui, effectivement, dans telle situation, c'est plutôt telle réaction qu'attend le neurotypique. Donc ok, je note la réponse et j'apprends. Sauf qu'en fait, une situation ne se reproduit jamais exactement à l'identique. Oui. Peut-être que vous, Olivier, là, ce soir, vous me dites une phrase. Bon, ok, très bien. Peut-être que demain, une autre personne me dit exactement la même phrase. Mais vu que c'est une autre personne, vu que c'est dans une autre pièce, vu qu'elle n'est pas coiffée pareil, le moindre changement, le moindre truc qui va varier dans l'environnement fait que je vais me demander si ça veut dire la même chose et si donc il faut que j'ai la même réaction que la fois d'avant. C'est un travail de chaque instant qui est c'est spontané. Hein. Je ne me force pas à le faire, c'est comme ça, je ne sais pas faire autrement. Mais vous imaginez à quel point on peut finir fatigué. J'imagine parfaitement. Enfin, en tout cas, je tente d'imaginer, mais on va évoquer maintenant le diagnostic, Lali. Mais ce diagnostic, il tombe dans quelles circonstances, en fait, suite à ces 5 jours passés avec cette collègue? Ouais, donc j'ai tenu pendant 11 ans à essayer d'aller vers les neurotypiques, à essayer de franchir cette frontière qui me séparait d'eux, et cette frontière a fini par se transformer en gouffre au fil des années. Oui. Et donc en 2018, je me suis effondrée sur mon lieu de travail physiquement, impossible de bouger, on a appelé les urgences parce que je ne pouvais plus rien faire, et à ce moment-là, j'étais arrêtée pendant 1 année. Et au moment de retourner au travail, je me suis dit que je n'avais pas le courage d'y retourner sans avoir un vrai diagnostic. Je pouvais tout entendre. Hein. Je me suis dit, t'es peut-être pas autiste en fait. Peut-être que tu te trompes depuis toujours. Peut-être que, j'en sais rien, peut-être que tu souffres d'un trouble borderline, d'un dédoublement de la personnalité, j'en sais rien, de schizophrénie. Je m'en fichais. Je voulais avoir mon diagnostic pour pouvoir avoir l'accompagnement qui allait bien avec. Et donc, en tout début 2020, j'ai cherché à me faire diagnostiquer, quel que soit le temps d'attente, pour retourner en entreprise en étant armée, savoir qui j'étais déjà, et pour pouvoir être accompagnée médicalement et professionnellement également. Lali, donc ce diagnostic, qu'est-ce qu'il change quand il tombe ? Alors, c'était une vague de soulagement. D'abord parce que je ne m'étais pas trompée sur moi-même dans mon autodiagnostic, et puis parce que le diagnostic non seulement me permettait de donner un sens à tout ce que j'avais vécu, mais surtout m'offrait la perspective d'un nouveau départ en toute connaissance de cause. J'ai fait la paix avec moi-même, je pense que c'est peut-être ce qui est le plus important. J'ai cessé de me croire illégitime, de culpabiliser parce que je parviens pas à coller à la norme. Mais j'y suis pour rien en fait. C'est pas que je ne veux pas, j'ai passé ma vie à essayer, mais c'est parce que je ne peux pas. Et aujourd'hui, j'ai conscience de mes limites. Il y a toujours cette espèce de suspicion quand vous avez un handicap invisible, et 80% des handicaps sont invisibles, pour le rappeler régulièrement. Une espèce de suspicion à devoir prouver les choses. Est-ce que tu es sûr ? Est-ce que vraiment est-ce que c'est pas moins pénible à vivre parce que ton handicap est invisible ? Moi, je peux pas prouver que je suis autiste, et je n'ai pas à le faire d'ailleurs. Donc cette espèce de suspicion qui est liée aussi au fait que il y a une représentation dans les médias de l'autisme qui est quand même tellement caricaturée. Il n'y a pas très longtemps, j'ai été contactée par une chaîne de télévision qui voulait faire un film dans lequel on verrait vraiment des personnes autistes, adultes et enfants. Donc ils m'ont demandé d'envoyer ma photo et puis quelques lignes de présentation. Et au bout de quelques semaines, ils m'ont répondu alors non, désolé, mais vous n'avez pas l'air assez autiste. On en est encore là en fait. Donc voilà, celui qui a l'air autiste, c'est celui qui montre
qu'il y a des signes physiques, etc. Il suffit que vous viviez un petit peu avec moi pour mais ça, vous voyez, ce que vous nous racontez, c'est l'exemple même de la non-connaissance et le gouffre qui existe entre ces deux mondes, en fait. Ouais. Nous sommes très, très en retard en France et franchement, bon, enfin, je doute que nous rattrapions ce retard. On doit prouver à chaque instant. Une personne qui est en fauteuil roulant, si jamais il y a 3 marches à gravir et qu'il n'y a pas de rampe d'accès, jamais, je vous espérer, vous me direz, ça va, c'est 3 marches, c'est pas compliqué, lève-toi et marche, tu vas y arriver. Jamais vous feriez ça, même pour 3 marches, même pour 2 marches. Eh ben, une personne qui a un handicap invisible, et notamment un trouble du neurodéveloppement, en fait, ces 3 marches, j'essaye de les gravir virtuellement, enfin, métaphoriquement, je sais pas comment on dit, à chaque instant. Je me fais violence pour ça depuis toujours. Mais aujourd'hui, mais j'y arrive pas en fait. C'est pas que je ne veux pas, il n'y a pas de mauvaise volonté, c'est que je ne peux pas, parce que mon handicap fait que je ne peux pas. Donc j'ai plus envie d'avoir à me justifier, je veux bien expliquer autant que vous voulez. Le handicap n'est jamais une excuse, je ne me cache jamais derrière mon autisme. J'ai d'autres troubles du neurodéveloppement, mais donc l'autisme en particulier, pour prendre ça pour excuse, jamais, et aucune personne en situation de handicap ne le fait. En revanche, ça permet d'expliquer beaucoup de choses. Et donc, avec ce diagnostic, j'ai repris vie, celle à laquelle j'ai droit, avec mes forces, avec mes faiblesses, avec l'accompagnement et les aides dont j'ai besoin. Je me suis sentie autorisée à vivre telle que je suis intrinsèquement, en fait, au grand jour. Plus besoin de me cacher, plus besoin de m'excuser pour tout, pour rien. Et tant pis si ça dérange. Et depuis, dans des situations qui sont un peu compliquées, comme les transports en commun, dans les salles de spectacle, etc., j'ai toujours un badge sur lequel est marqué autiste avec, comme une superwoman, en fait, le poing en l'air, Oui. pour que, en fait, on a le droit, en tout cas j'ai une carte mobilité inclusion qui me permet d'avoir un accès prioritaire aux places assises. Oui. Bon, quand vous n'êtes pas enceinte, avec une canne, une personne âgée, un fauteuil roulant, etc., personne ne se lève pour vous laisser la place. Ce qui s'explique peut-être par le fait que les pictogrammes dans les transports en commun ne mettent pas le pictogramme de handicap invisible, handicap ou autisme, etc. En fait. Donc en fait, c'est comme si vous demandiez quelque chose qui n'était pas indu, même sur présentation de la carte mobilité inclusion. Enfin bref. Donc j'ai appris, depuis le diagnostic, j'ai appris à me connaître avec toute la complexité de mes spécificités liées à l'autisme. Et je parle bien de mon autisme en fait. Il y a autant de formes d'autisme qu'il y a de personnes autistes. Je ne m'exprime jamais au nom de qui que ce soit. On a évidemment des traits communs, il y a un diagnostic, il y a quand même des tests qui vous permettent de définir ce diagnostic-là. Mais quand mon livre s'intitule « L'autisme est mon super pouvoir », c'est pas l'autisme est un super pouvoir. C'est mon super pouvoir parce que j'ai décidé que mon handicap ne serait pas un fardeau. Je ne porte pas un handicap. Très souvent, on entend cette expression-là. J'ai décidé de ne pas ou de ne plus le subir, de ne pas le porter, en tout cas, le moins possible, quoi. J'ai choisi de l'apprivoiser, de vivre avec. De toute façon, j'ai pas le choix. C'est pas une maladie, donc on peut pas en guérir, ça ne se soigne pas. Alors autant faire avec. De toute façon, on est ensemble depuis toujours, mon handicap et moi, donc voilà, et on finira ensemble. Donc Oui. j'essaye de sensibiliser. Je crois que c'est la seule bonne chose que je puisse réussir à faire, sensibiliser mon environnement proche. Alors ça a créé, quand j'ai annoncé mon diagnostic, il y a évidemment eu des gens qui se sont détournés. Je dis évidemment, c'est peut-être pas d'ailleurs une logique, mais voilà, des gens qui ont remis en doute. Tu devrais aller voir un autre psychiatre. Ouais, Moi, je connais un autiste. Il n'est pas comme toi. Ouais, t'en connais un sur 5 millions. Bref, on voit encore toute l'incompréhension et oui, toute cette différence dont vous parlez. Mais au moins maintenant, vous en faites une force. On l'entend et je m'en réjouis pour vous, ma chère Lali. Je rappelle que vous avez écrit le livre L'autisme est mon super pouvoir aux éditions Jouvence et que on peut vous retrouver sur votre site Atypic at Work, ATYPIEATWORK, atypicatwork.fr. Merci mille fois, Lali, pour votre témoignage ce soir sur l'antenne d'Europe 1. Et puis, bon vent à vous, ma chère. Merci, Olivier. Au revoir. À bientôt.